faisais le ménage dans de riches demeures pour financer mon master en histoire de l'art. Jamais je n'aurais imaginé qu'en dépoussiérant la bibliothèque d'Antoine Dubois, je découvrirais la preuve que j'avais déjà vécue et que je l'avais déjà aimé. C'était un mardi banal. Enfin, ça aurait dû l'être. Je suis arrivé à l'hôtel particulier d'Antoine à 8 heures du matin, comme d'habitude. Il était déjà parti pour son bureau. La maison était vide, silencieuse, m'attendant. J'aimais ça. Pas de patron sur le dos, pas de pression. Juste moi et les reliques d'une vie que je n'aurais jamais pu m'offrir. Antoine Dubois était collectionneur, d'objets d'art, principalement. Sa maison était un véritable musée privé. Des meubles du 19e siècle, des peintures à l'huile de maîtres oubliés et des photographies. Beaucoup de photographies anciennes, des daguerréotypes dans des cadres en argent, des albums jaunis, des cartes de visite victoriennes. Ce que je préférais dans le ménage de cette maison, c'était pouvoir toucher, même brièvement, des fragments d'histoire que je ne voyais qu'en livres à la fac. Ce jour-là, je nettoyais son bureau. Je passais un chiffon sur la bibliothèque en acajou qui occupait tout un pan de mur. Et c'est là que je l'ai vu. La photographie. Un cadre en argent ciselé. Style victorien tardif. Avec un daguerréotype parfaitement conservé. Un couple, lui, un homme d'environ 35 ans. Portant un gilet sombre, un nœud papillon, un chapeau de feutre à la main. Elle, une femme d'une vingtaine d'années. Une robe blanche avec des dentelles élaborées, un camé au cou, les cheveux relevés en boucle. Tous deux regardant l'objectif avec ce sérieux typique des photos d'époque, quand sourire était considéré comme inapproprié. Rien d'extraordinaire. Une relique de plus dans la collection d'Antoine, jusqu'à ce que je regarde de plus près. Et mon cœur s'est arrêté. Le visage de l'homme, c'était Antoine, pas ressemblant, pas similaire, c'était lui. Les mêmes yeux profonds, le même nez droit, la même ligne de la mâchoire et la femme. La femme, c'était moi, chaque détail, la courbe du visage, la forme des yeux. La petite fossette au menton que j'ai toujours détestée, c'était moi. Sur une photo vieille de 175 ans. Mes mains ont commencé à trembler. La photo a glissé de mes doigts, a failli tomber. J'ai réussi à la rattraper au dernier moment. Mais mon corps entier tremblait maintenant, parce que c'était impossible. Les photos anciennes ne montraient pas des gens du futur. Elles ne montraient pas des gens qui n'étaient même pas nés quand elles ont été prises. Mais là, j'étais là. Et là, il y avait Antoine, ensemble, en 1850. J'ai retourné le cadre, les mains tremblantes, au dos, écrit à l'encre brune effacée, d'une calligraphie élégante et ancienne. Il y avait Antoine Dubois et Camille Leduc, Atelier Lumière, Paris, 1850, Camille Leduc. Mon nom, Antoine Dubois. Son nom, Noès non. Il y a 175 ans. Je me suis assise sur la chaise du bureau avant que mes jambes ne me lâchent. J'ai regardé la photo à nouveau. J'ai cherché des différences, des explications rationnelles. Peut-être étaient-ce des ancêtres. Peut-être la ressemblance n'était-elle qu'une coïncidence. Les familles pouvaient avoir des traits qui se répétaient à travers les générations. Mais ce n'était pas seulement une ressemblance, c'était une identité. C'était comme si quelqu'un avait pris une photo de moi et d'Antoine, l'avait vieilli artificiellement et l'avait placée là. Sauf que cette photo était authentique. J'étudiais l'histoire de l'art. Je savais reconnaître un véritable daguerréotype. Je connaissais la différence entre un original et une contrefaçon. Et cette photo était aussi réelle qu'impossible. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai pris une photo de la photographie. J'ai zoomé. J'ai étudié chaque pixel. Et puis je me suis souvenu de quelque chose qui a encore plus glacé mon sang. La photo de ma grand-mère. J'ai rangé mon téléphone et j'ai couru. Littéralement couru. Je suis sorti de l'hôtel particulier d'Antoine. J'ai pris le bus. Je suis allé directement à mon studio mansardé de l'autre côté de la ville. J'ai ouvert le placard. J'ai tiré la boîte en bois que j'avais héritée à la mort de ma grand-mère il y a 3 ans. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu de soie jauni par le temps. Elle se trouvait le seul objet de valeur que ma famille possédait. Une photographie ancienne dans un cadre en argent.
un héritage qui se transmettait de génération en génération. Ma grand-mère disait toujours que c'était la photo la plus importante de la famille, qu'elle gardait un secret, qu'un jour je comprendrais. J'ai déballé le cadre avec des mains qui tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. J'ai regardé la photo, et mon monde s'est écroulé. C'était la même photo, exactement la même. Le même couple, la même pose, la même lumière, la même expression, identique dans chaque détail à la photo qui se trouvait dans la bibliothèque d'Antoine Dubois, comme si quelqu'un avait dupliqué parfaitement un daguerréotype. Sauf que c'était impossible. Les daguerréotypes étaient uniques, il n'existait pas de négatif. Chaque photo était un original absolu, on ne pouvait pas les copier. Et on ne pouvait certainement pas les dupliquer avec une perfection totale 175 ans plus tard. J'ai retourné ma photo. Au dos, la même calligraphie, les mêmes mots. Antoine Dubois et Camille Leduc. Atelier Lumière, Paris, 1850, et en dessous, dans une calligraphie plus tremblante, comme si elle avait été écrite par des mains très vieilles ou très émues. Il y avait quelque chose de plus. Pour mon amour dans sa prochaine vie, ta Camille, 1892. Pour mon amour dans sa prochaine vie, sa Camille, 1892. 42 ans après la photo, la Camille de 1850 avait écrit ça. Laissez la photo en héritage. Pour son amour, dans sa prochaine vie. Et maintenant, 133 ans plus tard, la photo était dans mes mains, et une photo identique était dans la maison d'un homme appelé Antoine Dubois, un homme qui avait le visage exact d'Antoine sur la photo. Si vous avez déjà senti que l'univers essayait de vous dire quelque chose, qu'il existait une vérité si impossible que votre esprit refusait de l'accepter même avec la preuve dans les mains, vous comprenez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle, il n'y avait pas de coïncidence qui expliquait deux photos identiques de 1850, impossibles à dupliquer, montrant deux personnes qui étaient exactement les mêmes que moi et mon patron, avec nos noms écrits au dos. Il n'y avait qu'une explication. Une explication que moi, en tant qu'étudiante en histoire de l'art, en tant que personne rationnelle et sceptique, je n'accepterai jamais dans des circonstances normales. Mais ce n'étaient pas des circonstances normales. Réincarnation. Nous avions déjà vécu avant, et d'une manière ou d'une autre. Impossible et magique. Cette photo avait survécu 175 ans pour nous retrouver à nouveau. Je suis retourné à l'hôtel particulier d'Antoine cet après-midi-là même. Il n'était pas encore arrivé. Je suis entré avec ma clé d'employé. Je suis allé directement au bureau. J'ai pris sa photo de la bibliothèque. Je l'ai placée à côté de la mienne, que j'avais apportée avec moi. J'ai regardé les deux, côte à côte, parfaitement, impossiblement identiques. Et c'est alors que j'ai entendu sa voix derrière moi. « Que faites-vous dans mon bureau ?» Je me suis retourné. Antoine était dans l'encadrement de la porte. Costume impeccable, expression confuse et légèrement irritée. C'était la première fois que nous nous rencontrions personnellement, normalement. J'arrivais après son départ et je partais avant son retour. Mais aujourd'hui, il était revenu plus tôt et il m'avait trouvé dans son bureau avec sa photo et avec une photo identique que j'avais apportée de chez moi. Je suis tombé sur votre photo ce matin, balbutiai-je. Et je dois vous montrer quelque chose. Je saisis ma photo et la lui tendis. Antoine fit un pas en avant, prit le cadre, observa. Et alors, son visage changea. L'irritation se mua en confusion. La confusion en choc. Le choc en quelque chose que je ne parvins pas à nommer. Il regarda la photo, me regarda sa photo sur l'étagère. Et alors, pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, je vis Antoine Dubois perdre son sang-froid. « D'où sortez-vous ça ?» murmura-t-il. Sa voix était rauque, trémulante. Elle appartenait à ma grand-mère. Un héritage familial, qui se transmet de génération en génération. Je fis une pause, le regardai droit dans les yeux. C'est la même photo. Impossible. Mais c'est la même. Antoine posa ma photo sur la table, prit la sienne sur l'étagère, plaça les deux côte à côte, exactement comme je l'avais fait. Étudia chaque détail. Je vis le moment où il réalisa.
Je vis le moment où la réalité impossible s'imposa à la logique. Je vis le moment où un homme qui passait sa vie à collectionner des reliques du passé se retrouva face à une relique qui ne devrait pas exister. Il retourna les 2 photos, lut les inscriptions, puis lut le message au verso de la mienne. Pour mon amour, dans sa prochaine vie, ta Camille. 1892. Antoine resta les yeux fixés sur ces mots pendant un temps qui me parut éternel. Puis il me regarda et posa la seule question qui comptait. Vous croyez à la réincarnation? Non, répondis-je. Du moins, je n'y croyais pas, jusqu'à aujourd'hui. Il acquiesça lentement. Moi non plus. Mais comment? Comment expliquez-vous ça? Je ne l'explique pas. Aucun de nous ne l'explique. Parce que les daguerréotypes ne peuvent pas être dupliqués. Parce que ces photos sont authentiques. Parce que c'est nous. Et parce que nos prénoms sont les mêmes qu'il y a 175 ans. Antoine s'affala sur la chaise du bureau, lourdement, comme si ses jambes ne le soutenaient plus. Il regarda les 2 photos, me regarda, et dit quelque chose qui changea tout. Je dois savoir si c'est réel, si je ne suis pas en train de devenir fou. Accepteriez-vous de venir avec moi chez un spécialiste? Quelqu'un qui puisse authentifier ces photos, confirmer qu'elles sont originales? J'acquiesçai. Parce que moi aussi j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de la confirmation que je n'inventais pas tout ça dans ma tête. J'avais besoin d'un point d'ancrage, dans la réalité, au milieu de cet impossible. J'appelais le docteur Hélène Leclerc. Elle était professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'authentification de photographies anciennes et ma directrice de thèse en master en histoire de l'art. Si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer tout ça, c'était elle. Je lui expliquais la situation, ou du moins, j'essayais. Comment expliquer 2 photos identiques de 1850 sans passer pour une complète dingue? Mais Hélène, toujours curieuse et académique, accepta de nous recevoir le lendemain, ce soir-là. Antoine ne me laissa pas partir, pas de manière déplacée, mais il me dit, avec une vulnérabilité que je n'aurais jamais imaginé voir chez un homme aussi puissant, si vous partez, je vais commencer à douter que tout ça s'est produit, que vous êtes réel, que ces photos sont réelles. J'ai besoin que vous restiez, au moins jusqu'à demain, s'il vous plaît. Alors je restais. Nous nous assîmes dans la bibliothèque de l'hôtel particulier. Il me servit du vin. Nous commençâmes à discuter, et, pour la première fois, Antoine Dubois cessa d'être mon patron milliardaire distant, et devint Antoine, juste un homme, confus, effrayé, et étrangement plein d'espoir face à l'impossible. Avez-vous déjà eu un déjà-vu avec moi? Demanda-t-il soudain. Cette sensation qu'on se connaît déjà. Je fis une pause, réfléchis, et puis j'avouai, chaque fois que je vous croisais dans les couloirs, avant, aujourd'hui, je ressentais quelque chose d'étrange, comme si je devais m'arrêter, comme si je devais vous parler. Mais je ne l'ai jamais fait. Vous êtes mon patron. Je ne suis que l'employé. Antoine secoua la tête. Vous n'avez jamais été juste l'employé. Chaque fois que je vous voyais, même de loin, j'avais la sensation d'oublier quelque chose d'important, comme quand on sait qu'on a oublié quelque chose d'essentiel chez soi, mais qu'on n'arrive pas à se rappeler quoi. Il me regarda. Maintenant, je sais ce que c'était. C'était vous. J'étais en train de vous oublier. Et à cet instant, assis dans la bibliothèque d'un hôtel particulier du XXIe siècle, avec 2 photos de 1850 sur la table entre nous, quelque chose changea. Une connexion qui avait toujours été là, endormie, ignorée, se réveilla enfin. Et nous le sentîmes tous les deux. Demain, dit Antoine, demain, nous découvrirons la vérité. Et si ces photos sont vraiment authentiques, si tout ça est réel, alors il faudra décider ce qu'on fait de cette information. Que voulez-vous faire? Demandai-je. Antoine regarda les photos. Le couple de 1850, nous, 175 ans dans le futur, et dit, je veux découvrir pourquoi nous avons été séparés.
Je veux découvrir pourquoi la Camille de 1892 a écrit ce message. Et je veux découvrir si, cette fois, nous pouvons faire différemment, si nous pouvons rester ensemble. Et pour la première fois depuis que j'avais vu cette photo ce matin, je souris, parce qu'Antoine avait raison. Si tout ça était réel, si nous avions vraiment vécu avant, alors il y avait une raison, il y avait un but. Et peut-être, juste peut-être, la photo n'était pas seulement la preuve du passé, peut-être était-ce la promesse du futur. Demain, nous découvririons la vérité. Mais ce soir-là, assis dans la bibliothèque, regardant deux versions de nous-mêmes, séparées par près de 2 siècles, nous le savions déjà. Nous savions que certaines connexions transcendent le temps, que certaines promesses traversent les vies, et que certaines âmes, peu importe le temps qui passe, retrouvent toujours le chemin l'une vers l'autre. La photographie capture l'âme. Et la nôtre avait été capturée il y a 175 ans. Maintenant, enfin, nous avions retrouvé cette image. Et avec elle, nous nous étions retrouvés l'un l'autre. Le lendemain matin, nous nous rendîmes au laboratoire d'Hélène. C'était un vieux bâtiment de la Sorbonne, rempli d'équipements spécialisés pour l'analyse de documents et de photographies historiques. Hélène nous attendait, une femme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants relevés en chignon, et des lunettes suspendues à une chaînette. C'était une sceptique professionnelle. Son travail était de démasquer les falsifications. Et quand elle vit les 2 photos qu'Antoine et moi avions posées sur sa table d'analyse, son expression fut de pur fascinement scientifique. « Où avez-vous déniché ces pièces ?» demanda-t-elle, en enfilant déjà des gants blancs pour manipuler les cadres. « Héritage familial, dit Antoine. Les 2. Hélène le regarda, me regarda, et puis regarda les photos à nouveau. « Pouvez-vous me laisser quelques minutes? J'ai besoin de faire des tests préliminaires. » Nous nous assîmes dans la salle d'attente pendant qu'Hélène travaillait. Antoine était tendu, moi aussi, parce que si ces photos étaient déclarées fausses, tout s'effondrerait. Mais si elles étaient authentiques, si elles dataient vraiment de 1850, alors il faudrait accepter l'impossible. 2 heures plus tard, Hélène nous rappela. Elle était assise à la table d'analyse, les 2 photos sous des lumières spéciales, des rapports imprimés éparpillés autour. Son expression était celle de quelqu'un qui avait vu quelque chose, qui contredisait tout ce qu'elle savait sur son domaine d'étude. Elles sont authentiques, dit-elle sans embâge, des daguerréotypes authentiques, produits entre 1848 et 1852, d'après l'analyse du mercure et de la plaque de cuivre. Les cadres, en argent massif, style victorien tardif, également authentique, et l'encre utilisée pour les inscriptions, compatible avec les encres ferro-galliques, utilisées au XIXe siècle. Hélène marqua une pause, ce qui signifie que ces photos ont 175 ans, et qu'elles sont identiques. Comment est-ce possible? Demanda Antoine. Les daguerréotypes ne peuvent pas être copiés. Hélène retira ses lunettes et se frotta les yeux. Non, ils ne le peuvent pas. C'est là tout le problème. Les daguerréotypes sont uniques par nature. Il n'existe pas de négatif. L'image est créée directement sur la plaque d'argent. Pour faire 2 photos identiques, il faudrait avoir les mêmes personnes, dans la même pose, avec la même lumière, à 2 moments différents. Mais ces photos ne sont pas seulement similaires, elles sont identiques au niveau moléculaire. Chaque ombre, chaque détail, chaque réfraction de lumière est exactement la même. Elle nous regarda, ce qui, avec la science que je connais, est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Demandai-je. Hélène hésita. En tant que scientifique, je devrais dire que je ne sais pas. En tant que quelqu'un qui a passé sa vie à étudier l'impossible, je dirais que nous regardons quelque chose qui défie toute explication. Elle prit une des photos, et il y a plus. J'ai analysé les visages. J'ai utilisé un logiciel de reconnaissance faciale. J'ai comparé avec vos photos d'identité que vous m'avez fournies. Et si, demandai-je, le cœur battant la chamade. Les personnes sur la photo de 1850, c'est vous, pas des ancêtres, pas des parents, vous. Correspondance de 98,6%.
en structure osseuse, proportions faciales, marqueurs biométriques. Statistiquement impossible, mais réel. Le silence qui suivit fut absolu. Hélène venait de confirmer scientifiquement ce que nos cœurs savaient déjà. C'était nous, en 1850, vivants, réels, ensemble, et d'une manière ou d'une autre, 175 ans plus tard, nous nous étions retrouvés. Que feriez-vous? Antoine demanda à Hélène, si vous aviez cette information, si vous saviez que vous avez vécu avant. Hélène regarda les photos pendant un long moment, puis dit, je chercherai à comprendre pourquoi. Pourquoi ces photos ont survécu? Pourquoi vous vous êtes retrouvés à nouveau? Pourquoi la Camille de 1892 a laissé ce message? Elle pointa l'inscription. Pour mon amour dans sa prochaine vie, elle le savait. Elle savait que vous vous retrouveriez, et elle a laissé ça comme preuve, comme guide. Antoine prit les deux photos, les rangea prudemment, et alors, me regarda. J'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé en 1850. Tu viens avec moi. Où? Demandai-je. À l'endroit où la photo a été prise. L'atelier Lumière, à Paris. S'il existe encore des registres, des pistes, ce sera là-bas. J'aurais dû dire non. J'aurais dû retourner à ma vie normale, à mon master en histoire de l'art, à mon travail. Mais comment revenir à la normale après avoir découvert que vous avez vécu avant, après avoir eu une preuve scientifique que votre âme a traversé presque 2 siècles pour retrouver quelqu'un? Alors j'ai dit, j'y vais. 3 jours plus tard, nous étions à Paris. Antoine paya tout, les billets, l'hôtel. Un historien local pour nous aider dans la recherche. L'atelier Lumière n'existait plus, bien sûr. Mais le bâtiment était toujours là, dans le quartier du Marais. Maintenant, c'était une galerie d'art. Mais dans les sous-sols, l'historien trouva quelque chose, des archives anciennes, des boîtes poussiéreuses, pleines de registres photographiques de 1840 à 1890. Nous avons passé des heures à chercher. Et alors, nous avons trouvé un livre de registres de 1850. Et sur la page de juillet, écrit d'une écriture élégante. Client, Antoine Dubois, photographe assistant. Accompagnant, Camille Leduc. Modèle et fiancé. Type, daguerréotype de fiançailles. Observation, première photo en couple. Mariage prévu pour août. Antoine lut cela 3 fois, puis me regarda. Nous étions fiancés. Et nous allions nous marier en août 1850, complétai-je, la voix tremblante. L'historien continua à chercher. Il trouva plus, beaucoup plus. Des registres de décès, Antoine Dubois, photographe, décédé en octobre 1850, fièvre jaune, à 35 ans. Et un autre registre, plus douloureux, Camille Leduc, internée à l'hôpital Sainte-Anne en novembre 1850. Diagnostic de mélancolie profonde après la mort de son fiancé. Elle y resta jusqu'en 1892, où elle décéda à 63 ans. Elle a passé 42 ans internée. Antoine murmura, « 42 ans, parce que je suis mort. Je n'arrivais pas à respirer. Cette femme, cette version de moi, était devenue folle de douleur. Elle avait passé plus de 4 décennies dans un hôpital psychiatrique, parce que la personne qu'elle aimait était morte avant qu'il ne puisse se marier, et avant de mourir. Elle avait laissé cette photo avec un message. Pour mon amour dans sa prochaine vie. Elle n'a jamais abandonné, lui dis-je. Elle a attendu, et elle a laissé la photo pour que nous nous retrouvions à nouveau. Et nous nous sommes retrouvés. Antoine répondit, 125 ans après sa mort. Nous nous sommes retrouvés. Il serra ma main. La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous sommes rentrés à la maison 2 jours plus tard. Mais nous n'étions plus les mêmes personnes. Comment le pourrions-nous être? Après avoir découvert que votre plus grande douleur dans une vie passée était de perdre la personne que vous aimiez. Après avoir su qu'elle a attendu 42 ans dans un hôpital psychiatrique, accrochée à une photo, avec la foi que vous vous retrouveriez, le vol de retour fut silencieux. Pas parce que nous n'avions rien à dire,
mais parce qu'il y avait tellement de choses que les mots semblaient insuffisants. Antoine serra ma main pendant les 8 heures de vol, et chaque fois que je le regardais, je voyais non seulement l'homme à mes côtés, mais des couches, des vies, des versions de lui qui avaient existé, et étaient mortes, et étaient renées. Le photographe de 1850 était là, mais aussi d'autres. Le soldat qui est mort à la bataille, le scribe qui est mort de vieillesse, le moine qui est mort en paix, tous là, tout lui, tous attendant, tous m'aimant à travers les siècles. Comment traitez-vous ça? Comment revenez-vous à la réalité quotidienne, après avoir découvert que la réalité est beaucoup plus grande que vous ne le pensiez? Quand nous sommes arrivés à l'hôtel particulier, tout semblait différent. Les meubles étaient les mêmes, les murs étaient les mêmes, mais ma perspective avait changé. Cet endroit n'était plus la maison du patron riche où je travaillais pour survivre. C'était l'endroit où 2 photos impossibles s'étaient rencontrées, où 2 âmes séparées par 175 ans s'étaient finalement reconnues. C'était sacré. C'était le destin manifesté en briques et en mortier. Antoine me ramena à l'hôtel particulier, mais cette fois, pas comme une employée, comme, je ne sais pas, égale, âme sœur, la personne qu'il avait promis d'épouser en 1850 et n'avait jamais pu. Il faut que je te dise quelque chose. Antoine dit ce soir-là. Nous étions dans la bibliothèque, l'endroit où tout avait commencé. Il avait servi du vin. Nous avions placé les 4 photos sur la table. Les 2 de 1850. Une de lui, une de moi. Preuve impossible de quelque chose que la logique disait être une fantaisie. Quand ma femme est morte il y a 5 ans, il commença. J'ai pensé que j'avais perdu mon âme sœur. Je suis resté vide. Je fonctionnais en automatique. Je faisais mon travail. Je gérais mes affaires. Je collectionnais mes objets d'art. Mais j'étais morte à l'intérieur. Et puis, vous êtes arrivé. Une employée que je remarquais à peine. Mais chaque fois que vous passiez, je ressentais quelque chose. Une inquiétude. Comme si j'oubliais quelque chose de crucial. Maintenant, je comprends. Ce n'est pas que j'oubliais. C'est que je me souvenais. Mon âme vous reconnaissait. Elle savait que vous étiez la promesse. Celle qui aurait dû être mon épouse en 1850. Celle qui n'a jamais abandonné. Même quand tout le monde disait que j'étais mort pour toujours. Des larmes coulèrent sur son visage. Un homme qui contrôlait des empires, qui ne montrait jamais de faiblesse, était en train de pleurer devant moi, et j'ai compris. Parce que je ressentais la même chose. Je me suis marié jeune, ai-je raconté. Mon mari est mort dans un accident du travail 2 ans plus tard. Tout le monde disait que j'étais trop jeune pour passer le reste de ma vie seule, que je devais refaire ma vie. Mais je n'ai jamais pu, parce que quand j'étais avec lui, j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, comme si j'étais avec la mauvaise personne au bon moment. Et je me sentais coupable de ça. Je pensais que j'étais ingrate. Mais maintenant, je comprends. Il était bon, il était gentil, mais ce n'était pas vous. Ce ne sera jamais vous, parce que vous êtes celle que mon âme recherchait, il y a 175 ans, en 1850, et dans toutes les vies avant et après. Antoine prit mon visage dans ses mains, et maintenant que nous nous sommes retrouvés, que faisons-nous? J'ai répondu sans hésiter. Nous terminons ce que nous avons commencé en 1850. Nous nous marions, nous vivons la vie qui nous a été volée, nous créons la famille que nous n'avons jamais eu la chance de créer. Et cette fois, nous ne laissons pas la mort, la maladie ou le destin nous séparer. Mais et la différence sociale, demanda-t-il. Vous êtes employé, je suis milliardaire. Le monde va dire que le monde dise ce qu'il veut, ai-je interrompu. En 1850, vous étiez un photographe pauvre et j'étais issu d'une famille aristocrate. Et pourtant, nous avons choisi de rester ensemble. Les rôles se sont inversés. Les circonstances ont changé. Mais le choix est le même. L'amour par-dessus tout. La connexion au-delà de la logique. Le destin au-dessus des conventions sociales. 7. Tracy Antoine me demanda de ne plus jamais nettoyer son hôtel particulier en tant qu'employé. Il m'offrit une chambre, pas comme employé, mais comme il n'avait pas de mots pour définir. Parce que nous n'étions pas des amoureux. Pas encore. Mais nous n'étions pas non plus des étrangers. Nous étions quelque chose qui transcendait les catégories modernes.
Nous étions des âmes qui avaient promis de se marier en août 1850, et la mort l'avait empêché. Mais maintenant, 175 ans plus tard, plus rien ne nous empêcherait. Je dois te montrer quelque chose, dit-il, me conduisant à l'étage, dans une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. C'était une pièce verrouillée, pleine d'objets anciens, et au centre, sur une table, il y avait un appareil photo. Pas n'importe quel appareil photo, un appareil daguerréotype de 1850, complet, fonctionnel, conservé parfaitement. J'ai hérité de ça de mon arrière-arrière-grand-père, expliqua Antoine. J'ai toujours trouvé étrange cet héritage. Pourquoi transmettre un vieil appareil photo à travers les générations? Mais maintenant, je comprends. Il me regarda. Mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Antoine Dubois. Le même nom qu'est moi. Le même nom que le photographe de 1850. Vous êtes un descendant de lui, ai-je dit. Et vous n'êtes pas une descendante de Camille, répondit Antoine, parce que votre grand-mère vous a donné la photo en héritage. Mais vous avez dit que votre lignée maternelle vient d'une autre famille. Alors comment avez-vous la photo? Je me suis arrêté, j'ai réfléchi, et puis je me suis souvenu, ma grand-mère adoptive, elle n'a jamais eu d'enfant biologique. Elle a adopté ma mère. Et ma mère m'a eu. Alors la photo venait de où? Antoine prit sa photo, la retourna et pointa du doigt quelque chose que nous n'avions pas remarqué auparavant. Un petit seau, presque invisible, dans le coin. Propriété de l'hospice de Sainte-Anne, 1892. La photo vient de l'hospice, dit-il. Quand Camille est morte, elle a laissé la photo en héritage. Mais à qui? Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de famille. Il me regarda, à moins qu'elle ne l'ait laissée avec l'instruction qu'elle soit transmise, de génération en génération, jusqu'à vous trouver, jusqu'à te trouver, ai-je répété. Une photo transmise pendant 133 ans à travers des familles qui n'en connaissaient même pas la signification, jusqu'à arriver entre mes mains et me mener jusqu'à toi. Antoine s'approcha, prit mon visage dans ses mains et dit, en 1850, nous allions nous marier en août. Je suis mort en octobre. Nous n'avons jamais eu cette chance. Mais maintenant nous l'avons. Maintenant nous sommes là. Et peut-être, juste peut-être, le but de tout cela est de nous donner la chance que nous n'avons pas eue. Avant, mais Antoine, ai-je commencé? Vous êtes milliardaire. Je suis employé. Nous vivons dans des mondes différents. En 1850, j'étais un photographe pauvre et vous étiez issu d'une famille aristocrate, répondit-il. Et pourtant, nous avons choisi de rester ensemble. Les rôles se sont inversés. Camille. Mais le choix est le même. Et à ce moment-là, dans une pièce remplie de reliques d'un passé. Impossible, avec 2 photos de 1850 prouvant quelque chose que la science ne pouvait pas expliquer. J'ai pris la même décision que j'avais prise 175 ans auparavant. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi Antoine. J'ai choisi de croire que certaines connexions sont plus grandes que la logique, la classe sociale, ou le temps. Mais il restait encore un mystère. Pourquoi étais-je devenu folle en 1850? Pourquoi 42 ans d'hospice? Et que signifiait réellement le message? La réponse est venue de manière inattendue. Cette nuit-là, nous avons tous les deux fait le même rêve. Non, ce n'était pas un rêve, c'était une mémoire, vivide, claire, impossible à nier. Nous voyions 1850, nous voyions Antoine, le photographe, travaillant dans son atelier. Nous voyions Camille, là, future, épouse, attendant qu'il rentre à la maison. Et nous voyons le jour où tout a changé. Le jour où Antoine est tombé malade, forte fièvre, délire, et Camille désespérée, essayant de le sauver, appelant des médecins, priant, implorant. Et nous voyons le moment final, Antoine mourant, Camille lui tenant la main et lui disant, avec son dernier souffle, « Je te retrouverai, je le promets, peu importe, le temps, je te retrouverai. » Et Camille répondant, « J'attendrai, je t'attendrai, toujours. » Nous nous sommes réveillés au même moment. Antoine dans son lit, moi dans la chambre d'amis.
Mais nous savions tous les deux. Nous avions vu la même mémoire, vécu le même passé, et compris, finalement, la signification de la promesse. Antoine ne m'avait pas quitté. Il avait promis de revenir. Et Camille n'était pas devenue folle. Elle avait attendu 42 ans dans un hospice parce que le monde appelait folie ce qui était en réalité une foi inébranlable. Foi que les promesses transcendent la mort, que l'amour traverse les vies. Et maintenant, 175 ans plus tard, la promesse était en train d'être tenue. Le lendemain matin, Antoine m'a trouvé dans la cuisine. Il avait l'appareil, daguerréotype dans les mains, et une expression qui mêlait détermination et vulnérabilité. « Je veux prendre une nouvelle photo », dit-il, « de nous, maintenant, 175 ans plus tard, dans la même pose, avec le même appareil. » Pourquoi, ai-je demandé. Parce que j'ai besoin de savoir si c'est réellement nous. Si quand vous touchez ces photos, vous ressentez ce que je ressens. Si vous voyez ce que je vois, et parce que, il fit une pause. Parce que si nous prenons une photo ensemble maintenant, avec l'appareil de 1850, en utilisant la même technique, peut-être pouvons-nous le prouver définitivement. Ou peut-être pouvons-nous simplement avoir un registre que nous nous sommes retrouvés. Et cette fois, nous n'allons pas gâcher cette opportunité. Nous avons emmené l'appareil photo dans le jardin. Antoine connaissait le processus. Il avait étudié la photographie ancienne pendant des années en tant que collectionneur. Il a préparé la plaque d'argent, appliqué l'iode, monté le tout avec la précision de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Et ensuite, il m'a positionné, dans la même pose que sur la photo de 1850. Et il s'est positionné à mes côtés, exactement comme il l'était sur la photo ancienne. Il avait configuré un minuteur. Quand il a cliqué, nous avions 60 secondes avant que la photo ne soit prise. 60 secondes immobiles, à regarder l'appareil, comme le couple de 1850 l'avait fait 175 ans auparavant. Et c'est alors que c'est arrivé. Antoine a pris ma main, le même contact que sur la photo ancienne. Et lorsque nos doigts se sont entrelacés, nous avons tous les deux ressenti une onde, une connexion, et ensuite des visions. Pas un rêve, pas un vague souvenir, mais des visions claires, vivides, impossibles. Nous voyons 1850, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. J'étais Camille, sentant ce qu'elle sentait, pensant ses pensées. Et Antoine était le photographe, vivant, réel, tangible. Nous voyions l'atelier. Nous sentions la nervosité de prendre cette photo. La première, en tant que couple. La promesse qu'il y en aurait beaucoup d'autres, qu'ils se marieraient en août, qu'ils auraient une vie ensemble. Et puis la vision a changé. Elle a avancé. Octobre. Antoine malade. Fièvre élevée. Les médecins disant qu'il n'y avait aucun espoir. Camille désespérée, priant, tenant sa main. Et lui, la regardant, déjà à moitié inconscient, déjà à moitié de l'autre côté, disant « Je te retrouverai, je te promets ». Et Camille, y croyant, gardant la photo. Maintenant, le souvenir vivant même lorsque le monde la traitait de folle, même quand on l'a enfermée, même lorsque les années, les décennies, passaient, et que tout le monde disait qu'il ne reviendrait jamais. Elle savait. Elle savait qu'il reviendrait, que la promesse serait tenue, et quand elle était vieille, sur le point de mourir, elle avait laissé des instructions. La photo devait être transmise, jusqu'à trouver quelqu'un, quelqu'un qui reconnaisse, quelqu'un qui se souvienne. La vision a pris fin. Nous avons ouvert les yeux en même temps. L'appareil avait pris la photo. C'était fait. Mais aucun de nous n'a bougé, parce que nous ressentions encore. Nous nous souvenions encore, pas comme un souvenir lointain, mais comme une expérience vécue. Antoine avait les larmes aux yeux. J'étais lui, en 1850. J'ai senti mourir, senti te quitter, et j'ai porté cette douleur à travers. Combien de temps? Jusqu'à renaître, jusqu'à te retrouver à nouveau.
Et j'étais elle, répondis-je, en pleurant également. J'ai attendu 42 ans, agrippé à une photo, à une promesse, parce que je savais que tu reviendrais. Nous nous sommes embrassés. Et dans cet embrassement, nous n'étions pas seulement Camille et Antoine de 2025. Nous étions aussi ceux de 1850, enfin réunis, enfin ensemble. La promesse accomplie. Certaines personnes vont faire une pause ici et se demander si tout cela est réel, si la réincarnation existe, si les souvenirs de vie passée sont possibles. Mais si je vous disais que cela n'a pas d'importance, et si ce qui importe est la connexion, la certitude absolue que certaines personnes sont destinées à se rencontrer, que certains amours transcendent toute explication rationnelle, nous avons révélé la photo, le processus ancien prend des jours. Antoine avait les bons produits chimiques, la bonne technique. Et quand nous avons finalement vu l'image apparaître sur la plaque d'argent, nous avons tous les deux figé. Elle était identique, pas similaire, pas ressemblante, identique aux photos de 1850. La même expression, la même lumière, la même énergie, comme si 175 ans ne s'étaient pas écoulés, comme si nous étions les mêmes personnes, les mêmes âmes. Hélène est venue voir. Elle a analysé la nouvelle photo, comparée aux anciennes, et sa conclusion a été la même. Scientifiquement impossible, techniquement inexplicable, mais réel. Cela défie tout ce que je sais sur la photographie, dit-elle. Il n'y a aucune façon que 3 photos, prises à 175 ans d'intervalle, soient identiques à moins que... Elle s'est arrêtée. À moins que les âmes soient réelles, et que l'appareil photo capture non seulement la lumière, mais l'essence. Et l'essence de vous deux est la même. Maintenant, et en 1850, Antoine a pris ma main. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous terminons ce que nous avons commencé, répondis-je. Nous nous marions, en nous, comme nous aurions dû le faire en 1850. Mais Antoine a secoué la tête. Pas en août. Maintenant. Je ne veux pas attendre. J'ai attendu 175 ans. Je ne vais pas attendre un jour de plus. Et ainsi. Une semaine plus tard, nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie. Juste Hélène et quelques amis proches. Mais sur le mur derrière l'autel, 3 photos encadrées. 1850, photo de lui. 1850, photo d'elle. Et 2025, notre photo. 3 moments dans le temps. Mêmes âmes, même amour. Quand le juge a déclaré que nous étions mari et femme, quand nous nous sommes embrassés, nous avons tous les deux ressenti à nouveau la vision. Mais cette fois, ce n'était pas 1850. C'était au-delà. D'autres vies, d'autres temps. Nous voyons des fragments. Lui comme soldat médiéval, moi comme paysanne, lui comme scribe égyptien, moi comme danseuse de temple, lui comme moine bouddhiste, moi comme pèlerine, vie après vie. Toujours en train de nous rencontrer, toujours en train de nous aimer, toujours séparés par des circonstances hors de notre contrôle. Mais pas cette fois. Cette fois, nous étions ensemble. Cette fois, il n'y avait ni guerre, ni maladie, ni destin cruel pour nous séparer. Cette fois, nous avions le choix. Et nous avons choisi de rester. 3 mois après le mariage, nous avons découvert quelque chose qui a tout changé à nouveau. J'étais enceinte. Et quand nous avons fait l'échographie, le médecin a froncé les sourcils. Il y a quelque chose d'inhabituel, dit-il. Votre bébé a une marque de naissance déjà visible, en forme d'un vieil appareil photo. Antoine et moi avons regardé l'écran. Et là, elle était, une petite marque, sur l'épaule du bébé, exactement en forme d'un appareil daguerréotype, comme si, même dans l'utérus, l'enfant portait déjà la marque de ce qui nous avait réunis, quand le bébé est né, une petite fille parfaitement saine. La marque était là, petite, mais inconfondible. Et quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai eu une autre vision, brève, rapide, mais claire. J'ai vu Camille de 1850, enceinte, de 2 mois, espérant le dire à Antoine, prévoyant de le révéler après le mariage. Mais il est mort avant.
et elle a perdu le bébé quelques semaines plus tard, au milieu du deuil. Ils n'ont jamais eu cette chance. La fille n'est jamais née. Jusqu'à maintenant, 175 ans plus tard. Nous l'avons appelée Luce, en référence à l'atelier où tout a commencé. Atelier Lumière. La lumière qui a capturé nos âmes en 1850 et qui illuminait maintenant notre famille complète. Antoine passait des heures à regarder Luce, sa marque, les 3 photos sur le mur. Et puis il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Camille a attendu 42 ans pour moi, agrippé à une photo, à une promesse. Et j'ai porté la culpabilité à travers des vies. La culpabilité d'être mort, d'avoir quitté. Mais maintenant, je comprends. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était le destin qui préparait le chemin, pour ce moment, pour cette vie, où nous pouvons enfin avoir tout ce qui nous a été refusé auparavant. Et il avait raison, parce que parfois, la plus grande douleur d'une vie se transforme en la plus grande joie de la prochaine. Parfois, attendre 175 ans vaut la peine. Quand ce qui vous attend de l'autre côté est l'amour éternel. Aujourd'hui, notre maison est remplie de photos. Les 3 originales, bien sûr, mais aussi de nouvelles. Luce en train de grandir, notre mariage, des moments quotidiens qu'Antoine et Camille de 1850 n'ont jamais eu la chance de vivre. Et chaque photo est un rappel. L'impossible s'est produit. Nous nous sommes retrouvés. Et cette fois, nous sommes restés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car il y a quelque chose que j'ai découvert et qui doit être dit. Quelque chose à propos des photos, sur la raison pour laquelle elles étaient identiques. Je suis retourné au laboratoire d'Hélène, 1 an après le mariage. J'ai demandé qu'elle analyse à nouveau les 3 photos. Cette fois, pas seulement l'authenticité, mais la composition moléculaire, la structure atomique. Et ce qu'elle a trouvé était impossible. Les 3 photos avaient le même âge. Pas à la surface, mais au niveau quantique. Comme si elles avaient été prises au même moment, seulement révélées à des époques différentes. Comme si le temps, pour ces photos, était non linéaire. Comme si passé, présent et futur coexistaient dans la même image. Je ne peux pas expliquer ça, a dit Hélène. Mais c'est comme si la photographie avait capturé quelque chose au-delà du moment. Elle a capturé l'essence, la connexion. Et cette essence existe hors du temps. C'est pourquoi les photos sont identiques. Parce qu'elles capturent non pas quand elles ont été prises, mais qui les a prises. Et vous êtes les mêmes, maintenant et toujours. Et c'est à ce moment que j'ai compris le véritable pouvoir de ces photos. Ce n'étaient pas seulement des registres, c'étaient des portails, des ponts à travers le temps. La preuve que certaines choses sont immortelles, pas au sens religieux, mais au sens quantique, au sens où certaines connexions créent des marques dans l'univers, des marques qui ne peuvent pas être effacées, qui traversent les siècles, qui attendent, patiemment, jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées. Camille de 1850 le savait. C'est pourquoi elle a laissé la photo. C'est pourquoi elle a écrit « Pour mon amour dans sa prochaine vie ». Parce qu'elle comprenait que l'amour véritable ne se termine pas avec la mort. Il attend simplement, traverse le voile et retrouve. Et maintenant, tenant ma fille, regardant mon mari, regardant les photos qui prouvent l'impossible, je sais que si nous mourons demain, nous nous retrouverons de nouveau, dans une autre vie, dans un autre temps. Parce que certaines âmes sont entrelacées d'une manière que même le temps ne peut défaire. La photographie capture l'âme, et la nôtre a été capturée pour toujours, en 1850, en 2025, et dans toutes les vies entre elles, et après elles, éternelle, immortelle, inébranlable. Mais il y a une dernière partie de cette histoire qui doit être racontée. Quelque chose qui s'est passé quand Luce a eu 3 ans, quelque chose qui a prouvé, définitivement, que tout cela était réel. Luce était une enfant normale, joueuse, curieuse, heureuse, mais elle avait un comportement particulier. Depuis très petite, elle était fascinée par les 3 photos sur le mur, surtout celle de 1850. Elle passait des heures à les regarder. Et parfois, elle disait des choses étranges, des choses qu'une enfant de 3 ans ne devrait pas savoir. Un jour,
Elle a regardé la photo de 1850 et a dit « C'était ma robe. Maman avait promis qu'elle allait me la donner. » Mais elle ne l'a jamais fait. Antoine et moi avons échangé des regards. « Quelle robe, chérie ?» Luz a pointé la photo. « Celle-là, la robe de mariée de la dame. Elle a promis que quand je naîtrais, elle allait me la donner. Mais je ne suis jamais né. Elle était triste, très triste. Mon cœur s'est arrêté. Parce que Luz décrivait exactement ce que j'avais vu dans la vision. Camille de 1850, enceinte, planifiant de transmettre sa robe de mariée à la fille qui n'est jamais née. Luz. Antoine a demandé, la voix trémulante. « Comment sais-tu ça ?» Luz l'a regardé avec ses yeux grands et innocents. Je me souviens, papa, de quand j'étais dans le ventre de maman. Mais pas de cette maman en bas de l'autre, la maman triste qui vivait dans la grande maison avec des grilles. L'asile. Elle se souvenait de l'asile, de 1850, comme si elle y avait été, comme si elle avait été, le bébé qui n'est jamais né. Antoine m'a regardé, je l'ai regardé, et nous avons tous les deux compris. Luz n'était pas seulement notre fille, elle c'était la fille que nous aurions dû avoir en 1850, réincarnée, finalement née, 175 ans plus tard, après ce jour. Luz a commencé à partager plus de souvenirs, fragmentés, comme le sont les souvenirs d'enfants, mais cohérents. Elle savait des choses sur 1850 que nous ne lui avions jamais racontées. Elle savait le nom de l'atelier Lumière. Elle savait la couleur de la robe que Camille portait le jour où Antoine est mort. Elle savait même la chanson que Camille chantait pour apaiser le bébé qui n'est jamais né. Hélène a tout documenté. Elle a enregistré les conversations avec Luz. Elle a analysé les souvenirs. Et sa conclusion a été la même que la nôtre. Cet enfant avait vécu avant, ou plutôt, avait presque vécu. Elle avait été conçue mais n'était jamais née. Et d'une manière ou d'une autre, 175 ans plus tard, elle avait finalement eu la chance de naître pour les mêmes parents, pour la même famille, complétant le cycle que la mort avait interrompu. Certaines personnes appellent ça la réincarnation, d'autres, la mémoire ancestrale. Les scientifiques cherchent des explications neurologiques. Mais pour nous, le nom importait peu. Ce qui importait, c'était la réalité. Notre fille se souvenait d'une vie qu'elle n'avait jamais vécue complètement. Et maintenant, finalement, elle la vivait. Quand Luz a eu 5 ans, nous avons fait quelque chose de spécial. Nous l'avons emmenée à Paris, dans l'immeuble qui était autrefois l'atelier Lumière. Le voyage a été planifié comme des vacances en famille. Mais pour Antoine et moi, c'était un pèlerinage. Revenir à l'endroit où tout a commencé, où, en 1850, un photographe et sa fiancée avaient capturé leurs âmes en argent, où une promesse impossible avait été faite, et où, 175 ans plus tard, cette promesse était finalement tenue. L'immeuble était différent de ce qu'il était lors de notre première visite. Ils avaient rénové. La galerie d'art s'était agrandie. Mais l'essence perdurait. Les murs de briques anciennes, les hautes fenêtres qui laissaient entrer cette lumière spécifique de Paris. La même lumière qui avait illuminé la photo de 1850. Quand nous sommes entrés, Luz était calme, observatrice, ses grands yeux parcourant chaque détail de l'endroit, comme si elle cherchait quelque chose de familier au milieu de l'inconnu. Et alors, sans prévenir, elle a lâché ma main et a couru. « Luz, attends !» ai-je crié. Mais elle avait déjà disparu dans un couloir latéral. Antoine et moi avons couru après. L'historien qui nous accompagnait, le même qui nous avait aidés des années plus tôt, aussi. Nous avons trouvé Luz debout devant une porte de bois ancienne, marquée, qui menait à la cave. Ses petits doigts touchaient le bois avec une révérence que les enfants n'ont normalement pas. « C'était ici », a-t-elle dit quand nous sommes arrivés. Sa voix était différente, plus vieille, plus triste. Ici que maman gardait la photo, dans cet endroit sombre, parce qu'elle ne pouvait plus supporter de la regarder pendant la journée. Ça faisait trop mal. Mais la nuit, elle descendait. Elle tenait la photo. Et elle te parlait. Papa. Elle parlait comme si tu pouvais entendre. Et elle promettait.
Elle promettait qu'elle attendrait, qu'elle n'abandonnerait pas, que quand tu reviendrais, la photo serait ici, à t'attendre. L'historien est devenu pâle. Il avait étudié l'histoire de Camille Leduc de façon exhaustive. Il savait des détails que nous n'avions jamais partagés avec Luz. Et elle racontait exactement ce que les archives de l'asile décrivaient. Une femme qui descendait à la cave chaque soir, avec une photographie, parlant à quelqu'un qui n'était pas là. « Comment peux-tu savoir ça, Lumière ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Lumière le regarda avec ses yeux, qui semblaient apporter des siècles. J'étais là, dans le ventre de Camille. J'entendais quand elle parlait, je sentais quand elle pleurait, et quand je ne suis pas né, quand elle m'a perdu, je suis resté, à attendre aussi, à espérer qu'un jour, je puisse naître, pour eux, pour ma famille. Des larmes coulaient sur mon visage. Antoine me serra dans ses bras, et tous les deux, nous avons compris quelque chose que nous n'avions jamais envisagé. Lumière n'avait pas seulement réincarné, elle avait attendu, comme une âme non née. Elle était restée liée à Camille pendant 42 ans. Et puis, à travers toutes les générations suivantes, elle avait attendu le bon moment, le moment où Antoine et Camille se retrouveraient, pour enfin, finalement, pouvoir naître. L'historien nous conduisit à la cave. Elle avait été transformée en entrepôt pour la galerie maintenant, mais dans un coin, intacte. Il y avait une petite alcôve, et sur le mur de cette alcôve, estompé mais encore visible, il y avait des mots gravés en vieux français, pour mon Antoine chéri, je t'attends, toujours. Pour mon Antoine chéri, je t'attends, toujours. Gravé sur le mur d'une cave que Camille avait visitée chaque soir pendant 42 ans. Une déclaration d'amour, qui avait traversé un siècle et demi, et qui maintenant, avec Lumière avec nous, prenait enfin tout son sens. Lumière n'avait aucun moyen de le savoir. Nous ne lui avions jamais raconté. Nous ne l'avions jamais amené à Paris avant. Mais elle savait, parce qu'elle se souvenait, pas avec l'esprit, mais avec l'âme. Avec l'âme qui avait attendu 175 ans pour enfin vivre. Nous avons pris une nouvelle photo ce jour-là, au même endroit où la photo originale avait été prise en 1850. Mais cette fois, nous étions trois, Antoine, moi et Lumière, la famille complète, la famille qui aurait dû exister en 1850, mais qui n'a pu se concrétiser qu'en 2025. Et quand nous avons développé cette photo, il s'est passé quelque chose que même Hélène n'a pas pu expliquer. Sur l'image, derrière nous, il y avait une ombre, ténue, presque invisible, mais inconfondible, l'ombre d'une femme, debout, observant. Et si vous regardiez de près, de très près, vous pouviez voir qu'elle souriait. Camille de 1850. Finalement en paix, finalement sachant que sa promesse avait été tenue, que sa foi n'avait pas été vaine, que l'amour, vraiment, transcende tout, même la mort. Aujourd'hui, Lumière a 10 ans. Les souvenirs de 1850 s'estompent, comme les souvenirs d'enfance le font généralement. Mais elle regarde toujours les photos. Elle ressent toujours la connexion. Et parfois, quand elle pense que je ne regarde pas, je la vois toucher le cadre en argent de la photo de 1850 et murmurer « Merci d'avoir attendu. Merci de ne pas avoir abandonné. » Et je sais qu'elle ne me parle pas à moi. Elle parle à Camille de 1850, la remerciant d'avoir attendu 42 ans, d'avoir gardé la photo, d'avoir laissé le message qui a traversé 133 ans pour arriver entre mes mains, d'avoir eu la foi que les promesses survivent, que l'amour survit, que les familles trouvent un chemin de retour les unes vers les autres, peu importe le temps que cela prend. Cette histoire n'est pas là pour prouver la réincarnation. Elle ne parle ni de science ni de religion. Elle parle de quelque chose de plus profond. Elle parle de la question que nous nous posons tous à un moment donné. Qu'arrive-t-il aux personnes que nous aimons quand elles meurent? Sont-elles parties pour toujours? Ou existe-t-il quelque chose d'autre? Et la réponse, du moins pour nous, est claire. Non, elles ne sont pas parties pour toujours. L'amour véritable crée des marques, pas sur le corps, qui est temporaire, mais sur l'âme,
qui est éternel. Et ces marques nous suivent, vie après vie, jusqu'à ce que finalement, à un moment donné, quelque part, nous reconnaissions, nous nous souvenions, et nous rentrions à la maison, pour moi. La maison n'est pas un lieu, c'est Antoine, c'est Lumière. Ce sont ces 3 photos qui prouvent l'impossible. Et la maison, c'est savoir que, quand cette vie prendra fin, ce ne sera pas la fin. Ce sera juste une pause, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, dans une autre vie, dans un autre temps, avec d'autres visages, mais les mêmes âmes. Parce que la photographie capture l'âme. Et une fois capturée, l'âme n'oublie jamais, n'abandonne jamais, ne cesse jamais de chercher, jusqu'à ce qu'elle trouve le chemin de retour vers ceux qu'elle aime. 42 ans dans un asile semblent une éternité. Mais si à la fin de ces 42 ans, vous laissez un message qui traverse 133 ans et réunit votre famille dans une autre vie, alors ça en valait la peine. Chaque seconde d'attente, chaque moment de douleur, parce que l'amour qui attend 175 ans pour se retrouver n'est pas un amour commun, c'est un amour éternel. Et maintenant, à chaque fois que je regarde Antoine, je ne vois pas seulement mon mari, je vois le photographe de 1850 qui a promis de me retrouver. Je vois l'homme qui a traversé des vies pour tenir cette promesse. Je vois la preuve vivante que certaines connexions sont plus grandes que le temps, l'espace ou la mort. Et quand je regarde Lumière, je ne vois pas seulement ma fille. Je vois l'enfant qui aurait dû naître en 1850. Je vois la promesse tenue. Je vois la rédemption d'une tragédie qui a duré près de 2 siècles. Je vois la preuve qu'il n'est jamais trop tard. Que les promesses, peu importe leur ancienneté, trouvent toujours un moyen d'être tenues. Cette histoire a commencé avec une photo impossible. 2 photographies identiques de 1850 qui ne devraient pas exister. Et maintenant, nous en avons 4, les 2 originales, celles que nous avons prises en 2025, et la photo de Paris avec l'ombre de Camille qui observe. 4 photos, 4 moments dans le temps, mais une seule âme, une seule connexion, un seul amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être parce que vous ressentez aussi. Vous sentez qu'il existe quelqu'un dans votre vie, ou qu'il a existé, ou qu'il existera encore. Ce n'est pas une coïncidence, que c'est plus, que c'est le destin, que c'est une âme sœur. Et si vous ressentez ça, ne l'ignorez pas. Ne le rejetez pas comme un fantasme, parce que peut-être, juste peut-être, c'est réel. Peut-être que c'est votre propre photo de 1850, votre propre promesse attendant d'être tenue, votre propre amour traversant le temps pour vous retrouver. La Camille de 1850 aurait pu abandonner. Elle aurait pu accepter qu'Antoine soit mort et passer à autre chose. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a attendu, non, elle a cru. Elle a gardé la photo. Elle a laissé le message. Et 175 ans plus tard, nous voilà, ensemble, complets, prouvant qu'elle avait raison. Alors, si vous avez ce sentiment inexplicable envers quelqu'un, si vous rêvez d'endroits que vous n'avez jamais visités, si vous avez l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer, soyez attentifs, parce que c'est peut-être votre âme qui se souvient. C'est peut-être votre propre version de 1850 qui essaie de vous dire « J'ai promis, j'ai attendu, et maintenant, enfin, nous nous retrouvons. » Ne laissez pas la peur ou la logique vous en empêcher. Camille a choisi la foi plutôt que la raison, et elle a gagné l'éternité. Antoine a choisi de croire à l'impossible, et il a gagné une famille, Lumière, même sans le savoir, a choisi de renaître, et elle a gagné la vie qui lui a été refusée il y a 175 ans. Et maintenant, vous avez le choix, vous aussi. Croire que l'amour s'éteint avec la mort, ou croire que l'amour est plus fort que la mort, que certaines promesses survivent au siècle, que certaines photos capturent plus que la lumière. Elles capturent des âmes, et les âmes retrouvent toujours le chemin de la maison. Notre maison, ce sont ces photos.
Notre vérité, c'est cette impossibilité devenue réelle. Et notre message pour vous est simple. Ne baissez pas les bras. Si vous avez ressenti une connexion inexplicable, si vous avez des souvenirs de lieux que vous n'avez jamais visités, si vous aimez quelqu'un avec une intensité qui transcende la raison, c'est peut-être parce que vous avez déjà aimé, dans une autre vie, à une autre époque, et peut-être, juste peut-être, que vous aussi, vous avez votre photo, attendant d'être retrouvée, attendant de prouver que l'amour éternel n'est pas une métaphore, mais une réalité, capturée sur argent, traversant les siècles, accomplissant des promesses que la mort pensait avoir brisées. La photographie capture l'âme, et l'âme n'oublie jamais, n'abandonne jamais, ne meurt jamais. Nous en sommes la preuve, Camille, Antoine et Lumière, séparés par 175 ans, réunis par 2 photos identiques, comblés par une promesse qui a traversé l'impossible. Et si nous avons réussi, vous le pouvez aussi. Votre photo est là, votre promesse attend. Votre âme sœur vous cherche. Et quand vous vous trouverez, quand vous vous reconnaîtrez, quand vous vous souviendrez, vous le saurez. Vous saurez que cette histoire n'était pas seulement la nôtre, c'était la vôtre aussi, depuis toujours, pour toujours. Parce que certaines choses ne changent jamais. Peu importe le nombre de vies qui passent, peu importe le temps que cela prend. L'amour éternel est exactement cela. Éternel, capturé pour toujours, dans des photographies de 1850, et dans des cœurs qui battent en 2025, et dans toutes les vies entre les deux, avant elle et après elle, pour toujours, toujours, toujours.